À l'aube, l'arrestation filmée fissure la stabilité tanzanienne. En quelques heures, une interdiction ciblée déclenche des rassemblements spontanés, des coupures numériques et une circulation virale d'images, exposant l'écart longtemps contenu entre ordre officiel, promesses d'ouverture et frustration accumulée. Que risque la jeunesse quand la dignité devient mot d'ordre et qu'Ibrahim Traoré est cité comme repère continental d'une parole qui refuse le silence? Une aube fragile, imprévisible, s'ouvre sous pression. Cette séquence promet une lecture claire de la crise, sans slogan ni raccourci. Elle offre des clés concrètes pour comprendre ce qui se joue maintenant, pour la liberté civique, la stabilité politique et l'avenir d'une génération. Derrière l'incident déclencheur, l'enjeu réel dépasse la seule opposition politique. Il concerne la capacité d'un État à absorber la contestation sans se nier lui-même. La Tanzanie n'est pas un cas isolé, mais un révélateur d'une tension plus large entre ordre, légitimité et participation citoyenne. L'analyse suivra un fil précis. Ce qui a rompu l'équilibre, comment la rue a changé de nature, et pourquoi le pouvoir se retrouve face à un dilemme stratégique. Chaque étape s'appuiera sur des faits issus du contenu source, replacés dans leur enchaînement logique, sans extrapolation. Le but n'est pas de désigner des héros ou des coupables, mais de mesurer les conséquences possibles, immédiates et différées. Ce cadre permettra d'évaluer ce que cette crise dit du contrat social tanzanien et de ce qu'il pourrait devenir. En moins de 24 heures, au moins 3 grandes villes tanzaniennes voient surgir des rassemblements spontanés, signalant qu'un seuil psychologique vient d'être franchi. Des estimations non confirmées évoquent déjà plusieurs centaines de jeunes. Dans la rue, bien au-delà des cercles militants habituels, révélant une colère désormais visible et assumée. Cette accélération ne surgit pas du néant. Elle s'inscrit dans une séquence plus longue, marquée par des attentes ouvertes puis refermées. Après la transition politique de 2021, une phase d'espoir avait brièvement dominé. Allègement de certaines restrictions médiatiques, libération de figures politiques, retour prudent du débat public. Pour une partie de la société, la promesse d'un espace civique plus respirable semblait crédible. Pourtant, à partir de 2025, la dynamique s'inverse progressivement. Les rassemblements sont annulés, les enquêtes suspendues, les journalistes à nouveau contraints au silence. La peur ne revient pas brutalement. Elle s'installe par couches successives, presque invisibles. L'incident de l'aéroport agit alors comme un révélateur. Un opposant empêché de quitter le territoire pour assister à des funérailles transforme une accumulation diffuse en événement symbolique. Ce geste, perçu comme arbitraire, touche un point sensible. Le droit élémentaire de circuler, de faire le deuil, d'exister publiquement. La diffusion rapide de la vidéo rompt le silence officiel et rend la situation incontrôlable. Les images circulent malgré les premiers blocages numériques, franchissant les frontières et attirant des regards extérieurs. Dans ce contexte, certaines références continentales prennent une résonance particulière. Des slogans citent Ibrahim Traoré, non comme modèle politique direct, mais comme symbole d'une dignité revendiquée face à ce qui est perçu comme une parole confisquée. Cette citation agit comme un miroir. Elle relie une crise locale à une conversation africaine plus large sur autorité, légitimité et jeunesse. Ce moment marque ainsi un basculement. Ce qui semblait être un incident isolé devient un test grandeur nature pour le récit de stabilité tanzanienne et pour la capacité de l'État à maintenir la confiance sans étouffer l'expression. Au cœur de cette montée en tension, une figure ordinaire devient un point de repère collectif. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, n'est ni dirigeante politique ni militante connue. Son intervention, filmée sur un téléphone dans un contexte de forte pression, capte pourtant quelque chose de décisif. Sa voix est hésitante, mais le propos est clair.
Si un citoyen peut être empêché d'assister à des funérailles, alors aucune liberté n'est réellement garantie. Cette formulation simple transforme une indignation diffuse en questions partagées. Autour d'elle, d'autres trajectoires apparaissent. Un journaliste indépendant documente les premiers rassemblements, conscient que chaque image peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Ces notes décrivent une solidarité improvisée. Chauffeurs de taxi guidant les étudiants hors des zones à risque, enseignants rappelant des consignes de prudence, habitants offrant de l'eau et un refuge temporaire. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils signalent un changement profond. La contestation n'est plus cantonnée à un groupe identifié. Elle circule entre milieux sociaux. Les premiers effets concrets se font sentir rapidement. Dans certains quartiers, la rue cesse d'être un espace exclusivement contrôlé par les forces de sécurité. Des points de rassemblement se reforment après chaque dispersion, montrant que la peur n'annule plus automatiquement l'action collective. Les slogans évoluent aussi. Ils quittent le soutien ponctuel à une figure d'opposition pour se recentrer sur des principes plus larges. Liberté d'expression, dignité, droit de se rassembler. Ce glissement est essentiel. Il indique que la crise commence à remodeler l'imaginaire politique du pays, en rappelant une réalité souvent oubliée. Même une stabilité réputée solide peut vaciller lorsque la confiance se fissure. Le déclencheur est précis et rapide. Une vidéo montrant l'arrestation d'un opposant à l'aéroport circule dès l'aube, brisant le silence institutionnel. Les autorités tentent d'abord de minimiser l'épisode, le présentant comme un incident isolé relevant de la sécurité. Cette lecture ne tient que quelques heures. La diffusion virale des images change l'échelle du problème, transformant un geste administratif en symbole politique. Dans plusieurs quartiers de Dar es Salaam, des groupes se forment spontanément, sans appel officiel, ni encadrement partisan. Le pic survient lorsque la rue devient visible. Les premières dispersions policières, l'usage de gaz lacrymogène et les arrestations d'étudiants produisent un effet inverse à celui recherché. Les rassemblements se déplacent, se recomposent, gagnent en densité. Les slogans se simplifient et se durcissent, cherchant moins à soutenir une personne qu'à exprimer un refus global du silence imposé. Les tentatives de coupure d'Internet ralentissent l'organisation, mais renforcent la perception d'une réponse disproportionnée. Des images continuent de circuler hors du pays, alimentant un récit concurrent à celui des autorités. À ce stade, la dynamique change de nature. La contestation n'est plus seulement réactive, elle devient cumulative. Chaque intervention sécuritaire nourrit la suivante. Chaque arrestation élargit le cercle des concernés. Des étudiants rejoignent les cortèges, suivis par des chauffeurs de taxi, puis par des commerçants contraints de fermer temporairement. La protestation cesse d'être sectorielle. Elle devient transversale, portée par des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se retrouver côte à côte dans l'espace public. Les répliques s'étendent rapidement. Face à l'ampleur du mouvement, la présidence convoque des réunions d'urgence. Deux options s'opposent. Durcir la répression pour reprendre le contrôle ou afficher une ouverture limitée afin de gagner du temps. Aucune décision ne semble stabiliser la situation. L'annonce d'un dialogue avec l'opposition est perçue comme tardive et ambiguë, tandis que les arrestations se poursuivent. Cette dissonance s'alimente à la méfiance et prolonge la mobilisation. Dans ce climat, des références extérieures s'invitent dans le débat. Des extraits de discours circulent, dont certains citent Ibrahim Traoré, évoqué comme une figure qui incarne, pour une partie de la jeunesse africaine, une rupture avec la résignation. La référence ne dicte pas une orientation précise, mais elle renforce l'idée que la crise tanzanienne s'inscrit dans un moment continental plus large, où l'autorité est de plus en plus interrogée par des générations connectées et conscientes de leur poids collectif. Au fil des jours, la succession des événements produit un effet durable. La rue devient un espace disputé. L'agenda politique se voit imposer de l'extérieur.
et le récit de stabilité soigneusement entretenu vacille. Le pays entre dans une zone d'incertitude où chaque décision, même mineure, peut déclencher une nouvelle onde de choc. Avant l'incident, les grandes manifestations nationales restaient rares et limitées. Après sa diffusion, l'ampleur change d'échelle en quelques jours. Cette bascule se lit d'abord dans la participation, ensuite dans la répression, enfin dans l'impact économique, trois indicateurs distincts mais convergents. Commençons par la mobilisation. Des estimations relayées par des observateurs locaux évoquent plus de 300 000 personnes descendues dans les rues de Dar es Salaam et d'autres grandes villes. Ce chiffre suggère une contestation massive, dépassant largement les réseaux militants traditionnels. La comparaison avec les années précédentes est éclairante. Les rassemblements politiques se comptaient alors en centaines, parfois en milliers, et restaient étroitement encadrés. Ici, la diversité sociale était visible, des étudiants aux travailleurs urbains, signalant que la protestation a franchi un seuil collectif. La rue n'est plus un espace marginal, elle devient un thermomètre national. Poursuivons avec la réponse sécuritaire. Les autorités reconnaissent plus de 2000 arrestations dans les 48 premières heures, suivant les premières manifestations. Ce volume indique une réponse coercitive rapide et systémique de l'appareil sécuritaire. Des ONG estiment que ce nombre pourrait être sous-évalué. Mais même les chiffres officiels traduisent une intensité inhabituelle. Journalistes, étudiants et leaders communautaires figurent parmi les personnes interpellées, montrant que la répression ne cible pas un seul profil. L'usage répété de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc est signalé dans de multiples zones, renforçant la perception d'un contrôle par la force plutôt que par le dialogue. Enfin, regardons les conséquences économiques. Les premières données de la Banque centrale indiquant une baisse de 15% du tourisme dans la semaine qui suit l'escalade. Cette chute révèle la vulnérabilité immédiate d'un secteur clé face à l'instabilité politique. Les hôtels ferment temporairement, les réservations sont annulées et les petites entreprises liées au transport et à la restauration subissent un contre-coup rapide. À cela s'ajoute une dépréciation de la monnaie nationale, qui alimente les inquiétudes sur le coût de la vie et les investissements étrangers. L'économie devient ainsi un amplificateur silencieux de la crise politique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un même tableau. Ils montrent que la contestation n'est ni marginale, ni éphémère, et que la réponse de l'État produit des effets, au-delà de la seule sphère politique. La diffusion de ces données, malgré les tentatives de contrôle de l'information, alimente la défiance et renforce la détermination des manifestants. Pour une partie de la jeunesse, ces indicateurs confirment que le coût du silence devient supérieur au risque de la mobilisation. Dans ce contexte, certaines références symboliques gagnent en force. La circulation de citations attribuées à Ibrahim Traoré, évoquant la dignité comme condition de la vie civique, trouve un écho particulier face à ces chiffres. Elles servent moins de programme que de cadre moral, reliant données concrètes et sentiments d'injustice. Les preuves quantitatives ne racontent pas toute l'histoire, mais elles ancrent la crise dans une réalité mesurable, rendant plus difficile tout retour au déni. Deux lectures s'affrontent désormais ouvertement. La première, portée par les autorités et leur soutien, insiste sur l'impératif d'ordre. Selon cette thèse, la stabilité tanzanienne constitue un acquis fragile qu'il faut protéger face à des mobilisations jugées déstabilisantes. Les restrictions temporaires, les interdictions de rassemblement et les arrestations seraient des mesures proportionnées, destinées à prévenir une dérive vers l'anarchie. Dans ce cadre, la priorité n'est pas l'expression immédiate, mais la continuité institutionnelle, présentée comme condition préalable au développement économique et à la cohésion nationale. Les partisans de cette approche rappellent que la Tanzanie a longtemps été épargnée par les coups d'État et les violences politiques qui ont touché la région, et que rompre cet équilibre aurait un coût durable. La seconde lecture, défendue par les manifestants et une partie de la société civile, renverse ce raisonnement.
Elle affirme que la stabilité ne peut être durable sans libertés effectives. Pour ces acteurs, les mesures sécuritaires ne protègent pas l'ordre. Elles en sapent la légitimité. Empêcher des rassemblements, restreindre la presse et criminaliser la contestation alimenterait la défiance et accélérerait la radicalisation. Dans cette perspective, la crise actuelle n'est pas le produit d'une agitation irresponsable, mais la conséquence d'un espace civique progressivement étouffé. Les sociétés qui traversent ce type de tension, souligne-t-il, se renforcent lorsqu'elles intègrent la critique plutôt que lorsqu'elles la répriment. Ces deux arguments reposent sur des préoccupations réelles. Pourtant, les éléments issus du terrain introduisent une nuance décisive. Les données de participation, la diversité sociologique des manifestants et l'extension géographique du mouvement suggèrent que la contestation dépasse un noyau militant restreint. La réponse sécuritaire, mesurée par le nombre d'arrestations et l'ampleur des restrictions, n'a pas réduit la mobilisation. Elle l'a élargie. Ce décalage affaiblit l'argument d'une répression stabilisatrice. L'histoire récente montre que les régimes qui privilégient exclusivement le contrôle finissent par perdre l'adhésion silencieuse qui fonde leur autorité. La question centrale n'est donc pas de choisir entre ordre et liberté, mais de déterminer à quel moment l'un commence à détruire l'autre. En Tanzanie, cette ligne semble avoir été franchie aux yeux d'une partie croissante de la population, plaçant l'État face à une épreuve de légitimité plus que de sécurité. Ce point médian ne tient pas à une annonce officielle, ni à une concession politique. Il apparaît lorsque la contestation cesse d'être seulement une réaction pour devenir une organisation. Malgré les coupures d'Internet, des messages circulent donc par canaux détournés, reliant étudiants, journalistes et travailleurs. Cette coordination discrète révèle une transformation silencieuse. La peur n'a pas disparu, mais elle ne paralyse plus. Elle coexiste avec une détermination nouvelle, plus structurée, moins spontanée. Un élément symbolique cristallise ce basculement. Lors de rassemblements discrets, une citation d'Ibrahim Traoré est reprise et partagée, évoquant la dignité non comme un slogan, mais comme une condition d'existence politique. La référence n'impose ni stratégie, ni leadership. Elle agit comme un marqueur moral, un langage commun qui permet à des groupes dispersés de se reconnaître dans une même exigence. À cet instant, la contestation gagne en cohérence sans se centraliser. Pour les autorités, cette évolution change tout. L'hypothèse d'un essoufflement rapide devient intenable. La mobilisation ne dépend plus d'un événement précis, mais d'une prise de conscience collective. Chaque tentative de contrôle révèle désormais l'ampleur du réseau social qui s'est formé en réaction. Ce seuil invisible marque la transition la plus risquée. À partir de là, revenir à l'état antérieur devient difficile. Le pays n'est plus seulement confronté à une crise ponctuelle, mais à une redéfinition durable du rapport entre pouvoir et société. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. L'appareil sécuritaire reste mobilisé, mais son efficacité politique diminue à mesure que la contestation s'étend. Les arrestations et les restrictions produisent un effet paradoxal. Elles affirment l'autorité à court terme, tout en érodant la confiance qui la rend durable. Les réunions d'urgence, les annonces contradictoires et les signaux d'ouverture partielle brouillent le message officiel. L'État se retrouve à gérer simultanément la rue, l'économie et l'image internationale, sans parvenir à stabiliser un récit cohérent. Cette tension interne fragilise la capacité de décision et expose le pouvoir à des pressions multiples. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et mesurable. Les perturbations des transports, les fermetures temporaires de marchés et la baisse de fréquentation affectent d'abord les petites structures urbaines. Les acteurs du tourisme, déjà sensibles à la perception internationale, subissent une chute rapide des réservations. Les investisseurs étrangers, attentifs aux signaux de stabilité, réévaluent leurs engagements. Cette incertitude économique nourrit un cercle vicieux. Moins d'activité, moins de revenus, plus de frustration sociale. Les entreprises deviennent ainsi des acteurs indirects de la crise,
prise entre prudence économique et dépendance à un climat politique apaisé. Pour les citoyens, les effets se jouent à plusieurs niveaux. Dans la vie quotidienne, les coupures d'Internet, les contrôles et la hausse du coût de certains biens créent une fatigue diffuse. Mais cette contrainte s'accompagne d'un changement psychologique. Beaucoup découvrent une capacité d'action collective qu'ils ne s'attribuaient pas auparavant. La rue devient un espace de socialisation politique, où des individus de milieux différents se reconnaissent dans des revendications communes. Cette expérience laisse une trace durable. Même si la mobilisation se réduit, la mémoire de cette capacité partagée ne disparaît pas. Pour la région, enfin, la crise tanzanienne résonne au-delà de ses frontières. Des gestes de solidarité apparaissent dans des pays voisins, et les réseaux sociaux relaient les images comme un avertissement. La référence répétée à Ibrahim Traoré dans certains slogans souligne cette dimension continentale. Il n'est pas cité pour exporter un modèle précis, mais pour symboliser une exigence de dignité et d'autonomie politique. Cette circulation des symboles renforce l'idée que les crises nationales s'inscrivent désormais dans un espace africain interconnecté, où chaque basculement est observé, commenté et interprété ailleurs. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise dépasse largement l'événement initial. Elle transforme les relations entre gouvernants et gouvernés, perturbe l'économie réelle et redessine la place du pays dans son environnement régional. Même si la rue se vide demain, les conséquences, elles, continueront de se faire sentir. 3 trajectoires s'offrent à la Tanzanie à moyen terme, et chacune dépend largement de l'évolution de la relation entre l'État et la société civile. Chacune de ces voies présente des enjeux politiques, sociaux et économiques considérables. D'abord, imaginons un scénario de base, celui d'une réconciliation appuyée par des réformes. Dans ce scénario, le gouvernement, après plusieurs mois de tensions et sous la pression interne et internationale, choisit de négocier une sortie de crise par le biais d'un dialogue national inclusif. Ce processus inclut l'opposition, la société civile et les jeunes, qui ont pris une place plus centrale dans les débats. Les réformes politiques seraient l'élément clé de cette sortie, avec des concessions sur les libertés d'expression et une révision des lois restrictives. La Tanzanie pourrait aussi organiser des élections plus transparentes, ce qui améliorerait la légitimité du gouvernement et renforcerait la confiance des citoyens dans le système. Économiquement, une phase de stabilisation commencerait, et le pays pourrait récupérer certains investissements étrangers, surtout si la répression diminue. Ce scénario offrirait une transition douce et une modernisation démocratique. Mais il resterait fragile sans un engagement continu du gouvernement à respecter ses engagements. Ensuite, on peut envisager un scénario plus optimiste, celui d'une transition vers un modèle démocratique plus inclusif. Ce scénario, plus ambitieux, envisage une réconciliation rapide et profonde, accompagnée de réformes substantielles. Le pays pourrait même devenir un modèle pour la région en termes de transition démocratique, en montrant qu'un dialogue inclusif peut réussir à surmonter des tensions profondes. Dans ce cas, les jeunes et les forces politiques de l'opposition obtiendraient des gains tangibles, dont une participation accrue à la gestion du pays. La pression internationale pourrait également pousser la Tanzanie à adopter des réformes accélérées. Le secteur privé pourrait redémarrer plus rapidement, soutenu par la relance économique. Cependant, une telle trajectoire nécessiterait des efforts considérables de la part des acteurs politiques, sans garantie de succès immédiat. Enfin, il existe aussi un scénario pessimiste, où l'escalade autoritaire mène à une rupture sociale. Dans ce scénario, l'option choisie par le gouvernement serait une répression accrue, refusant toute concession aux manifestants et aux groupes d'opposition. Les arrestations se multiplieraient, les manifestations seraient violemment réprimées, et l'État resserrerait son contrôle sur les médias et les libertés civiles. Cette approche pourrait plonger la Tanzanie dans une phase autoritaire, où les divisions sociales se creusent encore davantage. L'économie souffrirait encore plus, avec une augmentation du chômage,
une baisse des investissements et une fuite des capitaux. Le pays se retrouverait isolé sur la scène internationale, avec des sanctions économiques de plus en plus sévères. Le climat de peur s'instaurerait durablement, freinant les chances d'une réconciliation ou d'une quelconque ouverture démocratique. Ce scénario pourrait également exacerber les tensions ethniques et sociales, menant le pays vers une situation de crise prolongée. Chacune de ces voies a des implications profondes. Le choix entre réconciliation et répression dépendra des décisions prises dans les prochains mois, mais il est clair que la Tanzanie ne pourra pas continuer comme avant. Le pays est à un carrefour crucial, et la manière dont il gérera cette période déterminera son avenir à long terme. Dans les quartiers populaires de Dar es Salaam, le contraste est frappant. Les manifestations ne sont pas seulement visibles dans les rues, mais aussi dans les petites actions quotidiennes qui échappent donc souvent aux grandes analyses politiques. Un enseignant, debout devant sa classe, parle de dignité. Un commerçant organise discrètement une collecte pour soutenir les familles des manifestants arrêtés. Une mère encourage son fils à ne pas avoir peur de s'exprimer. Ces gestes quotidiens, invisibles dans le grand récit, sont pourtant essentiels pour comprendre la profondeur de ce mouvement. Ce n'est pas seulement un soulèvement politique, mais une réaffirmation de la dignité humaine face à l'oppression. Pour beaucoup de jeunes, cette crise devient l'occasion d'affirmer leur place dans la société. Ils ne se contentent pas de manifester. Ils redéfinissent les contours de leur futur. Ils revendiquent leur droit à une parole libre, à une reconnaissance de leur existence politique. Les réseaux sociaux, bien qu'entravés, deviennent des espaces de débat, de solidarité et de revendication. Cette génération, longtemps marginalisée, découvre sa capacité à influencer le discours national. En prenant la rue, ces jeunes montrent qu'ils refusent de se laisser définir par des structures sociales figées. La solidarité entre les manifestants se renforce également. Là où l'opposition traditionnelle échouait à réunir différentes classes sociales, la rue tanzanienne devient un point de convergence. Les chauffeurs de taxi qui guident les étudiants vers les lieux sûrs, les ouvriers qui rejoignent les manifestations. Ces actions montrent qu'il existe une volonté collective de redéfinir les bases du vivre ensemble. Ce n'est pas seulement un désir de changement politique, mais une recherche plus profonde de justice sociale et de dignité pour tous. Dans cette dynamique, la crise devient un catalyseur d'une nouvelle forme de solidarité, une force qui, même si elle semble fragile pour le moment, pourrait redéfinir les contours de la société tanzanienne à long terme. Pour que la Tanzanie puisse sortir de cette crise de manière durable, il est essentiel de définir une feuille de route claire, qui inclut des actions immédiates et des réformes à plus long terme. Ce processus ne doit pas se limiter à des solutions superficielles ou à des compromis temporaires. Il doit reposer sur une volonté politique forte de rétablir la confiance entre le gouvernement et la société civile, tout en assurant un espace de dialogue pour les jeunes, les opposants et les groupes marginalisés. Pour commencer, une première étape s'impose. Ouvrir un dialogue national réellement inclusif. La première étape doit être l'organisation d'un dialogue national, qui inclut toutes les parties prenantes. Ce dialogue doit être animé par un médiateur impartial, avec des garanties sur la liberté d'expression et la sécurité des participants. L'objectif est de définir les principes de gouvernance, de réforme des institutions et de réconciliation nationale. Un dialogue véritable, qui ne soit pas une simple formalité, est impératif pour éviter une rupture irrémédiable entre les citoyens et le pouvoir. Puis vient une deuxième étape. Engager des réformes institutionnelles et politiques. Les réformes institutionnelles doivent se concentrer sur l'indépendance du système judiciaire, la transparence électorale et la mise en place d'un environnement médiatique libre. Il est crucial de garantir que les élections futures soient considérées comme libres et équitables, sans intimidation ni restrictions injustifiées. Cela permettrait de renforcer la légitimité de l'État et d'éviter les tensions à long terme. Et une troisième étape complète l'ensemble. Obtenir un soutien international utile et relancer l'économie.
La communauté internationale doit soutenir activement ces réformes, en apportant un soutien économique et une expertise technique. Cela inclut des investissements dans l'éducation, la santé et la création d'emplois pour les jeunes, qui représentent l'avenir du pays. Le soutien international ne doit pas se limiter à des aides financières, mais aussi à des pressions diplomatiques pour garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Cette feuille de route constitue une base pour stabiliser le pays. Cependant, sa réussite dépendra de l'engagement des acteurs politiques à dépasser leurs intérêts immédiats pour l'intérêt général. Cette crise, bien que déstabilisante, révèle une vérité fondamentale. La dignité humaine ne se négocie pas. À travers le tumulte des rues de Dar es Salaam, et au-delà, un message clair émerge. Le peuple tanzanien, en particulier sa jeunesse, refuse de vivre dans le silence imposé. Les gestes de solidarité, les mobilisations spontanées et les actions quotidiennes témoignent d'une force collective prête à redéfinir son avenir. À chaque étape de cette crise, des figures comme Aïcha, la jeune étudiante, incarnent cette lutte pour la dignité et la liberté d'expression. Leur courage, leur détermination et leur persévérance montrent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir. Ces voix, d'abord fragiles, résonnent aujourd'hui comme un puissant appel au changement. Mais l'histoire de la Tanzanie, comme celle de tant d'autres nations, est aussi une histoire de choix. Le peuple a pris la parole, et il est dès maintenant impératif que les autorités l'entendent. Ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays qui est en jeu, mais celui de chaque individu qui se tient aux côtés de ceux qui luttent pour la vérité et la justice. C'est un moment où l'action collective peut transformer les défis en opportunités et où chaque geste, chaque voix compte. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité est nécessaire. La Tanzanie se trouve à un carrefour crucial et l'avenir du pays dépend des choix qui seront faits dans les mois à venir. Ce n'est pas seulement un appel à la politique, mais à l'humanité. Chacun d'entre nous, où que nous soyons, a un rôle à jouer. Il est temps de se lever pour défendre les droits fondamentaux de chaque individu, pour soutenir les jeunes qui, dans les rues de Dar es Salaam, rêvent d'un avenir meilleur.